plusieurs manières d'aborder mon sujet. Et éventuellement, je vous invite, lors de la période de questions qui suivra cette intervention, à m'orienter sur tel ou tel aspect que je n'aurais fait qu'effleurer, ne pouvant pas traiter 3 sujets en même temps. Les 3 étant les suivants. D'une part, la face cachée des organisations, qui est le thème officiel, et que, a priori, c'est ce que j'ai prévu de traiter aujourd'hui. Il y a un deuxième sujet qui est le sujet qui a inspiré mon choix de ce sujet, qui est celui de mon immersion en tant que philosophe d'entreprise dans un groupe industriel, le groupe Hervé, Michel l'a précisé, et sur lequel je peux revenir effectivement, qu'est-ce que j'ai pu voir comme face visible de l'entreprise et comment petit à petit, effectivement, j'en suis venu à découvrir une face cachée de cette organisation. Et c'est précisément cette expérience, un petit peu fondatrice chez moi, du questionnement au sujet de, finalement, que connaît-on réellement d'une entreprise? Et quelles sont les conditions de connaissance de quelque entreprise que ce soit? Suffit-il, par exemple, d'y travailler pendant 10 ans pour prétendre la connaître? Et donc, in fine, que peut-on dire de l'entreprise dans laquelle nous travaillons? Si on y travaille au sommet, eh bien, on aura la vue du sommet. Si on travaille en bas dans telle division, on aura la vue d'en bas depuis telle division. Finalement, est-on condamné simplement à ne pouvoir avoir sur les choses en général et sur une entreprise en particulier qu'un simple point de vue partiel et partial? Donc ça, c'est le deuxième aspect sur lequel je vous invite éventuellement à me questionner dans le temps qui suivra cette intervention, sur le déroulement précis de l'activité, éventuellement d'abord de philosophe d'entreprise. Qu'est-ce que j'y faisais concrètement? Quel intérêt une entreprise peut-elle trouver à embaucher quelqu'un pendant 7 ans comme salarié pour y exercer une fonction critique? Et le troisième sujet que j'aurais pu traiter, eh bien, il m'échappe. Donc, la face cachée des organisations. Faire un zoom justement sur une entreprise particulière, le groupe Hervé. Et le troisième sujet, en fait, c'était la fonction même de philosophe d'entreprise. Vous voyez, je distinguais en fait les 3. Parce que, alors le deuxième sujet sur ma connaissance de l'entreprise en l'occurrence qui s'appelle Groupe Hervé, elle part d'un questionnement, alors j'y reviendrai sans doute, je l'ai écrit donc je le redirai à un moment de manière plus cursive, mais elle vient d'un étonnement, c'est-à-dire que je me suis aperçu qu'en fait on ne disposait pas de spécialistes d'une entreprise donnée. On peut disposer par exemple de spécialistes du Portugal. Vous voyez, dans les médias, il y a une actualité au Portugal, on va faire appel aux spécialistes du Portugal. Dans une émission littéraire ou à prétexte philosophique, on a besoin d'un spécialiste de Hegel, de Kant ou de Platon, eh bien, on sait identifier. Aujourd'hui, je peux vous dire en France quel est le spécialiste ou les 2-3 qui se tirent la bourre, si je puis dire, pour avoir le titre de spécialiste de Hegel, de Platon, de quelques autres philosophes, ou même philosophes ou écrivains que ce soit. En revanche, s'agissant de ces organisations à la fois politiques et économiques que constituent les grandes entreprises, eh bien, on n'a pas de spécialiste. On n'a pas de spécialiste. Et on peut interroger un dirigeant, mais le dirigeant, il vous dira, si je puis dire, ce pourquoi est-ce qu'il est payé pour dire, c'est-à-dire pour établir la confiance, mais vous dira-t-il la vérité? Est-ce la fonction d'un dirigeant que de dire la vérité, ou n'est-ce pas plutôt la sienne que de simplement établir la confiance? Fût-ce au prix d'un certain nombre de petits mensonges, voire même de choses sur lesquelles il est obligé de mentir, sans quoi il y aurait différents types de délits d'entrave, les noms m'échappent, bref, mais parfois, son rôle, en tout cas on peut s'interroger sur le fait que, est-ce que son rôle est de dire la vérité? Voilà. Et je me propose donc j'ai choisi d'abord de ne pas traiter le thème prévu pour ce soir, mais d'en traiter un autre que je vous livre. Alors, il est proche quand même, c'est une introduction un petit peu oratoire. Et le titre que j'ai choisi d'aborder, c'est « De la théorie à la pratique ». Plus précisément, de l'écart entre la théorie et la pratique, dans la connaissance justement d'une organisation quelle qu'elle soit. Et quels sont les problèmes méthodologiques que ça pose. Et de fait, nous constatons, et je l'ai constaté en première ligne dans le groupe Hervé, donc le groupe industriel qui m'a employé pendant 7 ans, nous constatons qu'il y a de plus en plus de patrons théoriciens, ou du moins ayant des prétentions théoriques,
des patrons qui cherchent à formaliser leur conception, leur pensée, voire leur philosophie. Il n'est plus rare de voir des patrons écrire sur les principes de leur organisation, sur leur philosophie, etc. Donc ils écrivent des livres, des articles, ils s'adjoignent, et la plupart du temps, pour cela, l'aide d'un véritable théoricien ou d'une plume, et cela de manière plus ou moins avouée. C'est-à-dire que lorsqu'un patron écrit, la plupart du temps, derrière le patron qui écrit, il y a un doctorant ou un chercheur en sciences de gestion, par exemple, qui tient la plume et qui abonde avec des références, avec force référence, etc. Nous connaissons sans doute la si juste formule de Gaston Bachelard « Rien de plus pratique qu'une bonne théorie », qui signifie notamment qu'une organisation efficace, c'est-à-dire d'abord cohérente, doit s'appuyer sur une théorie ajustée, que cette théorie soit explicite ou implicite. Donc mon rôle, moi, très modeste, en tant que philosophe d'entreprise, ça consiste à essayer de rendre explicite, par exemple, des philosophies d'entreprise qui, la plupart du temps, restent implicites, impensées. Nous connaissons, en revanche, peut-être moins la formule de Léon Trotsky, que voici. Le réel, dit-il, ne pardonne aucune erreur de la théorie. Le réel ne pardonne aucune erreur de la théorie. Et de fait, la moindre déviation dans la théorie, en tout cas c'est mon expérience en la matière qui me fait vous dire ça, la moindre déviation dans la théorie, au niveau de la théorie, ou manque de précision, pour une entreprise comme pour une organisation, peut se payer par de grandes déviances ensuite dans la mise en pratique. Et c'est de fait, je vous le disais, ce que j'ai observé dans le cadre d'une immersion de 7 ans dans un groupe industriel français, le groupe Hervé, et que je viens vous raconter partiellement, au moins, parce que c'est ce qui a nourri ma propre réflexion, cette expérience pratique a nourri ma propre réflexion théorique. Je viens vous en parler parce que j'ai le sentiment assez net de bien connaître cette organisation, du fait de la position privilégiée en son sein qui a été la mienne, et en écrivant sur cette organisation, je me suis retrouvé confronté à des personnes qui me disaient « Mais finalement, Thibault, vous ne connaissez pas vraiment cette organisation. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous nous dites, si je puis dire, est vrai ? Qu'est-ce qui prouve, finalement, c'est votre point de vue sur les choses, et donc dans quelle mesure peut-on dire quoi que ce soit de quelque objet que ce soit, et notamment d'une organisation ? Vous n'en avez, cher Thibault, qu'une vue partielle et partielle. Ce qui m'a amené à me demander ce que connaître une organisation pouvait bien signifier, avec tout l'écart qu'il peut y avoir entre une connaissance théorique et une connaissance pratique empirique. Donc, pour connaître une entreprise, d'abord, le premier stade, c'est qu'on se fie souvent à ce qu'on en entend ou en lit. Et moi, j'ai été frappé de voir, y compris des chercheurs, après avoir eu un entretien avec un certain nombre de dirigeants d'une entreprise, dire, vous voyez, écrire des papiers dans la presse, sur The Conversation ou même de la Harvard Business Review, dire, voilà, dans telle entreprise, voilà comment ça se passe. Et sur quoi ils se basaient ? Eh bien, sur 2 heures, éventuellement 4 heures d'entretien avec tel ou tel dirigeant de l'entreprise. Et moi, personnellement, les bras m'en sont tombés parce que l'une de mes fonctions dans le groupe industriel qui m'employait, c'était justement, notamment, d'être l'interface entre l'interne et l'externe, entre les journalistes et l'intérieur, et entre les universitaires qui venaient étudier l'entreprise. Il y avait des doctorants, des chercheurs en sciences de gestion qui venaient dans l'entreprise. Et pour le coup, j'ai vu différentes manières de procéder. Des personnes, effectivement, au bout de 4 heures d'entretien avec le dirigeant, vous écrivez un papier en disant, voilà, dans l'entreprise en question, en l'occurrence le groupe Hervé, voilà comment ça se passe. Bon. D'autres avaient un entretien avec le dirigeant, c'est ce qui se passait la plupart du temps. Ensuite, ils venaient assister à 2-3 réunions. Et sur cette base, ils écrivaient un papier publié dans des revues de rang 3 ou 2. Bien. Et d'autres, enfin, alors là c'était un petit peu plus intéressant, des doctorants, donc eux en immersion, vous voyez, sous contrat CIFRE. Ils peuvent passer 1 an ou 2 dans l'entreprise. Mais disons qu'il y a une plus grande naïveté, en revanche, chez eux. Et ils sont, j'ai trouvé, c'est mon expérience en la matière, ils ont un peu plus de mal à appréhender justement la complexité de l'organisation. Ils ont un prisme généralement très, très ciblé. Et donc, pour connaître une organisation, je n'ai pas vu... de fait, c'est délicat. Donc, le premier stade, c'est on se fie simplement à la parole des dirigeants. Le deuxième stade, on se dit je vais recouper la parole des dirigeants avec ce que je vais lire un petit peu dans la presse, en faisant une revue de littérature, en regardant des articles sur Internet, et en recoupant avec quelques papiers
écrits par des universitaires. Alors le problème, et je l'ai vu de l'intérieur, c'est que la plupart des patrons sont tout à fait conscients que c'est comme ça précisément que l'homme éclairé du XXIe siècle se renseigne pour prétendre parler, prétendre connaître une entreprise. De telle sorte que, intentionnellement, ils entretiennent un écosystème de journalistes et un écosystème de chercheurs, je vais dire amis, que même parfois ils financent. Et là, à nouveau, les bras m'en sont tombés. C'est que vous pouvez avoir une entreprise, et ça a été le cas dans le groupe industriel dans lequel j'ai travaillé, qui peut financer une chaire de recherche, et les chercheurs de la dite chaire de recherche écrivent en retour et publient sur l'entreprise qui les finance et qui, naturellement, la main sur le cœur, jure que tout ce qu'elle veut, c'est l'indépendance des chercheurs et que les chercheurs, naturellement, sont totalement libres d'écrire ce qu'ils veulent sur l'entreprise. Il se trouve simplement qu'on n'a pas vu ces chercheurs-là écrire de papier un tant soit peu critique sur l'entreprise. Donc, voilà, le meilleur que l'on puisse en dire, c'est qu'il se les chercheurs financés par telle entreprise écrivent des papiers qui se trouvent être plutôt laudateurs. C'est la seule conclusion à laquelle on peut convenir, et bien malin celui qui, naturellement, pourra sonder les reins et les cœurs et dire si le chercheur conserve ou pas son indépendance. Tout au plus peut-on relever qu'il semble y avoir un semblant de conflit d'intérêts. Donc voilà, le deuxième stade de connaissance d'une entreprise, c'est à laquelle la plupart d'entre nous, me semble-t-il, nous en tenons. C'est à la fois, on va écouter ce que disent les dirigeants, on va recouper ça avec ce qu'on va lire dans la presse, dans des articles, des papiers écrits par des universitaires, et on va se dire, grosso modo, nous avons une opinion un petit peu mesurée, équilibrée sur le sujet. Or, et c'est ce que je suis en train de vous dire, les entreprises, les grandes en tout cas, les moyennes et les ETI et grandes, sont tout à fait conscients de cela et contribuent à influer, on va dire, à influencer les journalistes d'une part, les universitaires d'autre part. Il y a même, et vous le savez très bien, enfin en le cherchant un petit peu, des entreprises d'influence, on va dire, dont le travail précisément est le travail d'influence et à la fois de toiletter la toile de papier critique et deuxièmement de faire en sorte que des papiers, des articles allant dans tel ou tel sens soient publiés dans la presse mainstream ou soient publiés dans des revues universitaires. Il y a un certain nombre d'agences qui ont pignon sur rue, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et dont c'est le travail tout simplement. De toiletter les fiches Wikipédia, d'envoyer des lettres d'avocats à des sites internet qui relaient des informations un peu trop critiques sur telle ou telle entreprise, etc. De telle sorte que le citoyen lambda a plus de mal à distinguer l'information de la désinformation, etc. Et donc, faudrait-il donc, in fine, si on ne peut que difficilement se fier aux journalistes, à ce que disent les journalistes d'une entreprise, à ce qu'écrivent des universitaires sur l'entreprise et à la parole dirigeante, je dirais, faut-il donc devenir, in fine, salarié de l'organisation, c'est-à-dire ne plus se fier simplement au regard extérieur de ceux qui sont à l'extérieur de l'organisation, pour en avoir une vue approchant de la réalité, c'est-à-dire une vue de l'intérieur. Donc, faut-il donc devenir salarié de l'organisation pour prétendre pouvoir en dire quelque chose? Voilà le questionnement qui va nous occuper ce soir. Prétendre en dire quelque chose. Et moi, et je rends grâce au MAN à cet égard, j'ai eu la chance justement de d'abord étudier cette entreprise depuis un point de vue extérieur et de publier un livre dessus à partir de la littérature disponible, des thèses qui avaient été écrites sur l'entreprise. On pourrait faire la même chose, vous voyez, sur Danone, sur le BCG, sur n'importe quelle grande organisation. Donc, on peut faire une revue de littérature, qu'est-ce qui a d'abord été écrit dessus. Ensuite, on va interroger, c'est ce que j'ai fait, les dirigeants, pour croiser les points de vue. Et ensuite, on va interroger une dizaine, une cinquantaine de salariés. Et à partir de ces témoignages, c'est-à-dire fondés sur du déclaratif, même si, naturellement, au passage, vous récoltez des organigrammes, vous récoltez quelques documents, vous allez regarder un certain nombre de réunions, mais des réunions qui, en fait, dans la réalité, sont plus ou moins fléchées par les dirigeants. Ils ne vont pas vous montrer n'importe quelle des réunions dans n'importe quelle filiale. On va vous montrer telle réunion de telle filiale. À partir de quoi, et je l'ai également vu, le chercheur, malheureusement,
s'autorise ensuite à généraliser sur l'entreprise. Parce qu'il a vu 3-4 réunions dans telle ou telle filiale, il va dire dans telle entreprise, voilà comment ça se passe. Naturellement, c'est regrettable. Voilà. Et donc, j'ai d'abord eu un positionnement extérieur, et c'est cette expérience, je le disais tout à l'heure, qui m'a alerté en fait sur quelle est la bonne méthodologie finalement pour connaître une organisation, pour connaître une entreprise. Et voilà, ce à quoi j'en viens, c'est qu'il faut alterner les points de vue. Un point de vue extérieur, vous voyez, essayer de l'étudier depuis un point de vue, celui d'un chercheur lambda, je dirais, de bonne aloi, depuis l'extérieur, mais qui reste extérieur, comme un journaliste d'investigation, futile d'investigation. Et puis le point de vue de l'interne, parce que naturellement, rien ne vaut l'expérience. Vous pouvez écrire sur l'amour, tant que vous n'avez pas une certaine expérience de l'amour, eh bien, ce que vous pouvez en écrire en restera, je le crois en tout cas, pour une part marqué. Un point de vue un petit peu théorique, hors sol, etc. Mais ensuite, il faut pouvoir en sortir aussi de l'organisation. Parce que la critique à laquelle on se trouve confronté quand on est de l'interne, eh bien, on vous dit, oui, mais toi, tu as une vue déformée. Parce que tu es de l'intérieur, tu as été confronté à telle bonne ou mauvaise expérience, et donc on ne peut pas vraiment se fier à ce que tu dis, puisque tu as un regard biaisé, étant de l'intérieur. Vous voyez bien le problème méthodologique. Si vous êtes de l'extérieur, on vous dit oui, mais tu as un regard biaisé parce que tu portes un regard extérieur à l'organisation, tu ne la connais pas de l'intérieur. Et si vous la connaissez de l'intérieur, tu as un regard biaisé, précisément, parce que ton expérience a pu être heureuse, malheureuse, et dans tous les cas, ça déforme ton jugement. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire en propos liminaire. Donc pourquoi ce sujet? Pourquoi chercher à connaître les entreprises? Eh bien parce qu'il me semble qu'il y a un paradoxe majeur. Nous entendons parler des entreprises toute la journée, nous travaillons souvent en leur sein, et pourtant nous ne les connaissons que très peu. Le fonctionnement réel d'une organisation est souvent méconnu de ses propres acteurs. Sans être démenti depuis, le Suédois Evert Gumson a établi dès 1991, en se référant à la métaphore de l'iceberg, que seuls 10 à 15% d'une organisation sont visibles. Et donc, naturellement, ce qui doit nous intéresser, ce sont les 75, les 90 ou 85 autres pourcents de l'organisation, la face immergée des organisations. Et c'est cela que j'entends par la face cachée des organisations. Kedge, récemment, justement, m'avait contacté pour bâtir un électif autour de la face cachée des organisations. C'est un sujet émergent, ce sujet-là, d'épistémologie des organisations, de quelle est la bonne méthodologie pour connaître. Et donc, il n'y a pas que le marché de l'emploi, si je puis dire, dont l'essentiel demeure caché. Puisque les entreprises, l'essentiel demeure caché aux yeux de ses propres acteurs. Or, tous, chercheurs d'emploi, autorités de contrôle, citoyens appelés à avoir un vote éclairé, tous ont un intérêt public à mieux connaître les intentions, les finalités et le fonctionnement réel des moyennes et grandes entreprises privées. Il y a un intérêt public direct à renforcer l'exigence de transparence à l'égard des entreprises et de manière croissante avec leur taille, ou plus exactement avec la responsabilité publique grandissante qu'impose aux plus grandes d'entre elles l'impact social et environnemental de leurs actions. Ces entreprises gigantesques, exerçant même de facto un rôle politique, elles ne sauraient être exonérées d'un niveau de transparence non seulement comparable, mais directement lié à celui qui est imposé à la classe politique. C'est-à-dire que de même qu'on considère que les citoyens doivent avoir un regard sur les instances de l'État, parce que l'État a un impact direct sur la vie des citoyens, et bien de même, les grandes organisations, dans la mesure où elles exercent de facto un rôle politique, eh bien elles doivent être, de mon point de vue en tout cas, devant vous ce soir, elles doivent être d'autant plus transparentes, et donc nous devons pouvoir les connaître d'autant plus. D'où la fonction quasiment de salubrité publique, parfois, des journalistes d'investigation, qui parfois, étonnamment, lèvent un lièvre sur ce qui se passe de réel dans les organisations, alors même que les chercheurs, vous voyez, quelque chose qui m'a, moi, fasciné, c'est que le scandale Orpea, il y a le journaliste qui a mis à jour, je serais tenté de dire, mais qu'ont fait tous les chercheurs depuis des années qui écrivent des thèses sur Orpea et qui n'ont pas vu tout ça? À quoi servent ces gens-là? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu un loup, comment on appelle ça, quelque chose de massif au milieu de la pièce. C'est pas un loup, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, merci. Ou la lettre volée d'Edgar Poe, si vous voulez, qui est bien en évidence sur la cheminée, elle est tellement en évidence qu'on ne la voit pas.
Et tout à coup, il faut un journaliste d'investigation pour tout à coup dire une vérité sur une entreprise. Pareil, même chose, même topo pour les lanceurs d'alerte. Le scandale UBS, Nicolas Forissier qui a mis à jour le système c'est pas les vaches à lait, c'est pas les bols de lait, le système de petits lait, quelque chose comme ça. Bref, un système en interne, un petit peu de rétrocommission, de corruption en interne. Eh bien, si vous voulez, ça c'était complètement connu en interne, et puis dans le milieu en tout cas. Comment se fait-il, c'est une véritable interrogation que je vous livre, qu'il faille aujourd'hui des lanceurs d'alerte, qu'il faille que ces gens-là soient sécurisés par un dispositif juridique adapté pour simplement pouvoir énoncer des vérités qui, en tant que telles, ne relèvent pas du secret des affaires au sujet des organisations. Juste dire des vérités. Aujourd'hui, il y a quoi? On a des journalistes d'investigation qui le disent, puisque les chercheurs, il semble qu'ils ne le disent pas. En tout cas, ils disent, on va dire, des choses très convenues, très consensuelles, des revues de littérature, très bien. On a aujourd'hui les lanceurs d'alerte qui, tout à coup, disent une vérité impactante sur l'organisation. Et puis, il y a, ça m'échappe, il y avait un autre acteur qui permettait de dire des vérités sur les organisations, ça me reviendra peut-être, et je l'espère, par la suite les syndicats. Les syndicats, oui, pourquoi pas, ils peuvent y contribuer. Mais effectivement, en ayant le regard, l'avantage du journaliste d'investigation, c'est qu'il est indépendant. On se dit qu'il n'a rien à y gagner. Voilà. Là où le syndicat, on peut toujours présumer qu'il peut y avoir toujours un rapport de force et une vue également parfois un petit peu biaisée, mais pas toujours naturellement. Alors voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, les anciens salariés. Et c'est un autre point qui, pour moi, constitue un véritable motif d'étonnement, en philosophe en culotte courte que je suis. Comment se fait-il notamment que les salariés à la retraite? Vous voyez, les anciens salariés d'une entreprise, éventuellement, je peux le comprendre. Parce qu'on se dit toujours que l'on se tire une balle dans le pied professionnellement si, après avoir quitté une entreprise, on dit attendez les amis, moi j'ai vu des choses, je pense qu'il est d'intérêt public de les révéler. Très bien, c'est courageux de ta part, on le respecte, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire au sujet du groupe Hervé, on se dit c'est très bien, l'entreprise est louable, mais en revanche professionnellement, c'est un petit peu compliqué, vous en conviendrez, pour retrouver un emploi. Votre prochain employeur va se dire oula, celui-là il n'a pas l'air fiable. Et finalement, dans les entreprises, est-ce qu'on nous ne sommes pas tous en train de nous tenir plus ou moins par le bout de la barbichette? Il y a un implicite, un impensé, quelque chose de non-dit, un non-dit dans la vie professionnelle, c'est qu'on ne va pas quand même dire des choses sur son ancien employeur, sinon qui embaucherait encore des salariés? Si demain, le salarié que vous avez, votre ancien comptable, qui sait des choses, votre ancien directeur juridique, qui sait des choses, votre ancien directeur financier, qui sait des choses, il passe dans une autre entreprise, le contrat de loyauté, il n'est plus tenu au devoir de loyauté contractuel. Pourquoi se sont-ils toujours moralement tenus à un devoir de loyauté? Pourquoi le devoir de loyauté, je dirais, envers la République, envers les citoyens, un devoir de loyauté, même je dirais, moi, tout simplement envers la vérité? Pourquoi ce devoir ne prévaut-il pas envers, finalement, un simple privé, simplement pour défendre des intérêts privés? Pourquoi l'intérêt public ne prévaut-il pas dans le cœur, dans l'esprit des anciens salariés et plus encore des retraités que le simple intérêt public de révélation d'une information? Personnellement, j'avoue mon incompréhension. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas résolu. Quand vous êtes retraité, vous n'avez plus rien à perdre. Oui. Sa dignité. Sa dignité, à dire une vérité. Oui, mais sauf qu'on si on a vécu toute une vie dans une entreprise dont on a tué les mauvaises pratiques, c'est pas facile de faire passer ça. Oui, alors voilà. Alors la madame est en train de nous dire, je le dis pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas entendu, que pour sa propre dignité, c'est-à-dire qu'effectivement, auprès de sa famille, ses proches, et pour soi-même, être capable de reconnaître qu'on a participé à un système et à un certain nombre de non-dits. Alors bien sûr, mais c'est comme pour toute erreur au sein de laquelle on a pu être, finalement, est-ce que c'est mon point de vue sur le sujet, à un moment, sortir d'une erreur, être capable de la reconnaître, effectivement. Alors là, ça pose des questions philosophiques, métaphysiques de chacun, de son positionnement par rapport à la vérité, naturellement. Mais en tout cas, moi,
Je pense qu'on a plus à gagner qu'à perdre à faire ce travail de vérité sur soi-même et on en ressort meilleur. Et en tout cas, c'est mon point de vue. Vous savez que c'est un sujet de philosophie qui tombe souvent au bac. Vaut-il mieux préférer les illusions qui réconfortent aux vérités qui blessent, naturellement? Alors, je poursuis mon propos, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui cause un tel défaut d'information, de fiabilité d'information au sujet des entreprises? Alors, non, qu'est-ce qui cause un tel défaut d'information fiable au sujet des entreprises? D'abord, première difficulté, c'est que les organismes de contrôle manquent de moyens aujourd'hui, les autorités publiques. Elles manquent de moyens de contrôle et elles se font donc facilement duper, en tout cas c'est mon expérience, par les entreprises qui déclarent un peu ce qu'elles veulent bien, elles vont mettre dans un autre pays. Bref, il y a toute une ingénierie interne qui fait que l'on déclare ce que l'on veut bien déclarer, que même si on veut pouvoir lisser des résultats annuels, eh bien on sait comment s'y prendre pour lisser des résultats, pour mettre de côté un certain nombre de choses, etc. Et donc les organismes de contrôle public se font facilement duper. Ils peinent à savoir combien gagne réellement telle ou telle entreprise. Ils peinent à savoir quels sont les risques psychosociaux rencontrés. Très difficile de le savoir. J'ai travaillé 7 ans dans un groupe industriel de plusieurs milliers de salariés. Je ne suis pas parvenu à connaître le turnover, le taux de turnover réel en 7 ans. Je sais ce que je disais à l'extérieur, ce que je disais à l'extérieur. Vous le savez, enfin en tout cas les DRH sont au courant là-dessus, ou les directeurs de relations sociales, il y a plusieurs manières de calculer un taux de turnover. Et quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est que des gens normalement un petit peu informés, comme des chercheurs, eh bien, ils vous demandent alors quel est le taux de turnover dans l'entreprise et vous leur répondez de manière très ferme, le taux de turnover est de temps, ah très bien, il est de temps, ah oui, alors je vais regarder les comparables. Mais la plupart du temps, ils ne vous demandent jamais comment vous calculez ce taux de turnover. Et encore moins, ils vont encore moins chercher à vérifier que l'information que vous-même leur avez donnée sur tel taux, eh bien que ça correspond à la réalité. Ils ne vont pas les mener leur propre enquête. De telle sorte que in fine, vous pouvez leur dire, ben voilà, tel chiffre, tel taux. Eh bien, vous êtes le seul, en fait, quand vous êtes de l'interne, à savoir si ce taux, il est réel ou pas. Bon. Et les autorités de contrôle, la plupart du temps, ne font pas davantage ce travail d'exploration, de rentrer dans l'ingénierie des chiffres. Alors, deuxième, ce qui cause un tel défaut d'information fiable au sujet des entreprises, c'est que les chercheurs, en sciences de gestion ou en sociologie des organisations, par exemple, ont de plus en plus souvent des conflits d'intérêts, je le disais, avec les entreprises qu'ils étudient, et ils acceptent, à la demande des entreprises, d'anonymiser les noms des entreprises étudiées. Là, les bras à nouveau m'en sont tombés quand j'ai découvert que c'était complètement répandu, cette pratique. Vous faites une thèse, vous avez un chercheur qui va faire une thèse sur Engie. Le chercheur, alors soit qu'on se mette d'accord au début avec Engie, soit après lecture de la thèse, Engie demande l'anonymisation. Alors très bien, je comprends très bien qu'en bonne intelligence, écoutez, pour les bonnes relations entre l'université et Engie, dans la mesure où Engie est déjà suffisamment aimable de bien vouloir nous permettre d'avoir un terrain de recherche, nous n'allons pas scier la branche sur laquelle nous sommes assis, et donc nous allons anonymiser le cas. Comment, dans ce cas-là, le citoyen peut-il s'informer du fait que tel constat énoncé dans une thèse éventuellement critique, et bien du coup c'est anonymisé, vous ne pouvez plus le savoir. Et donc le travail même de la recherche, de mise à jour d'un certain nombre de phénomènes de société, et la réalité de fonctionnement des entreprises, me semble-t-il, notamment des grosses, constitue un phénomène de société comme un autre, pourquoi tout à coup y aurait-il des chapes de plomb sur ces organisations sociales, ces communautés humaines que sont les entreprises? Bon, évidemment, nous connaissons tous les réponses. Mais je trouve ça parfaitement regrettable et que l'université accepte d'anonymiser. Il devrait y avoir un contrat moral au début qu'on signe. Écoutez, le résultat de la recherche sera ce qu'il sera et l'entreprise ne peut pas. Dans la vraie vie, il faut le savoir, les entreprises peuvent réécrire des parties entières. J'ai moi-même, en tant que philosophe d'entreprise, participé à la réécriture, si je puis dire, mais j'étais sidéré que ça passe comme ça. Enfin, moi, on me demandait mon avis, moi je dis, selon moi, voilà ce que je reprendrais dans la thèse, qui ne me paraît pas tout à fait exact. Vous voyez, là, ça manque de précision. Mais en fait, j'étais jugé parti. Et ça passait crème. Le chercheur n'allait jamais me demander, mais attendez Thibault, là, vous me dites ça, bon, très bien, vous me dites ça, mais est-ce que je pourrais avoir les documents qui certifient que ce que vous me dites est vrai? Jamais, ça. Bref.
Et de telle sorte que, in fine, à cause de l'anonymisation des thèses notamment, on n'est pas plus avancé dans notre connaissance de telle ou telle entreprise. Par ailleurs, la recherche n'est pas organisée pour connaître les entreprises. Qui est capable, je le disais, de me citer le nom d'un ou deux chercheurs spécialistes dans la connaissance, par exemple, d'Amazon, de Haier, de LVMH ou de Pfizer? Nous avons des spécialistes du Portugal, je le disais tout à l'heure, etc. Ces sujets, selon moi, devraient pouvoir être librement débattus publiquement, éventuellement, sur le fonctionnement du management de France Télécom à l'époque. Selon moi, c'est un sujet de débat public. Ça ne relève pas d'un secret industriel, ça ne relève pas non plus d'un secret commercial, enfin, ou aujourd'hui du secret des affaires. Pourquoi le type de management instauré dans telle ou telle entreprise ne pourrait pas être librement débattu? Il n'y a rien de... discutons-en entre gens convenables, en croisant les regards, les gens de l'intérieur, les sociologues de l'organisation vont apporter leur point de vue, les philosophes vont apporter leur écho, et au sujet du groupe Hervé, pourquoi n'y aurait-il pas, vous voyez, une grande table ronde, il y a des salariés qui vont apporter leur point de vue, un thésard qui l'a étudié qui apporte son point de vue, et puis il y a un débat public. Moi, je trouverais ça extrêmement intéressant et fécond. Et sur les grandes organisations qui aujourd'hui ont un impact politique, c'est, me semble-t-il, ce qu'il devrait y avoir comme ça un débat ouvert sur les pratiques managériales, les pratiques environnementales, les pratiques... Donc tout connaître ne relèverait-il pas du secret des affaires? Je l'ai rapidement évoqué, je passe. Pourquoi est-il si difficile de connaître une entreprise? Eh bien, selon moi, pas tant en raison de la concurrence qui serait susceptible de s'inspirer des pratiques managériales de telle ou telle organisation, par exemple, si c'était mis à jour et débattu publiquement, mais plutôt, je le pense, en tout cas c'est mon avis, je le partage, à cause de la réprobation sociale qui pourrait en résulter, et du coup de l'impact naturellement sur la vente de produits ou de services. Comment s'y prennent les organisations? Voilà, ça c'est intéressant. De mon point de vue, ce n'est pas simplement intéressant parce que j'en parle, voilà, enfin, ça reste de mon point de vue, je trouve que c'est intéressant. Comment s'y prennent les organisations pour maintenir l'omerta sur leurs petits et grands secrets? Entrons un petit peu là-dedans. D'une part, les négociations de départ. Eh bien, si vous n'avez pas la chance, comme moi, de vous faire virer, eh bien, la plupart du temps, on fait une rupture conventionnelle. Vous touchez de l'argent en échange de quoi? De l'achat de votre silence. La plupart du temps. Vous ne pouvez plus vous retourner contre votre ancien employeur, qui naturellement verrouille les contrats. Donc, premier dispositif, tout à fait malin, évidemment, de la part d'une organisation, on achète les silences, on ficelle les contrats. Bien. Deuxièmement, la assez récente convention judiciaire d'intérêt public, CJIP, qui était à l'origine présentée comme ne pouvant s'appliquer qu'aux affaires complexes de corruption internationale, mais qui, dans la pratique, permet aujourd'hui à des entreprises d'acheter le fait de ne pas se voir jugé et condamné. Vous voyez, c'est une influence là-dessus du droit anglo-saxon sur le droit continental, notamment français. Ainsi, ce dispositif judiciaire a-t-il permis, je prends deux exemples, au groupe LVMH, le 17 décembre 2021, en échange du paiement de 10 millions d'euros, de ne pas être poursuivi dans l'enquête sur la mise en place d'un système d'espionnage en interne. C'est comme ça que c'était intitulé, ce n'est pas moi qui le verbalise ainsi. Et du coup, l'entreprise, après, peut se prévaloir, dans des tribunaux par exemple, de ne jamais avoir été condamnée sur tel ou tel sujet. Ah ben non, chez nous, par exemple, nous n'avons jamais été condamnés pour harcèlement sexuel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a naturellement pas de harcèlement sexuel, ça veut dire que peut-être il y a eu des achats derrière, des négociations, comme on dit pudiquement. Quelques mois auparavant, le 2 septembre 2021, c'était la banque JP Morgan qui, en échange d'un chèque également conséquent, s'évitait d'être poursuivi pour complicité de fraude fiscale. Et là-dessus, naturellement, on en voit tous les jours dans les médias, quasiment. Et donc, pour moi, en fait, c'est préjudiciable, non pas parce qu'on prendrait un malin plaisir, comme peut-être certains médias un peu orientés, de révéler les petits secrets, non pas là, de tel ou tel grand homme, mais de telle ou telle organisation. Mais là où c'est préjudiciable, je trouve, c'est simplement à la recherche de la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Mon questionnement, il est aussi simple que celui-ci. Est-ce que dire ça au sujet de telle organisation, c'est vrai ou c'est faux? On est dans le trouble, très bien, débattons-en ouvertement,
tranquillement, sereinement, entre gens de bonne compagnie. Est-ce que c'est vrai? Quels sont vos arguments? Montrez-moi les éléments objectifs. On devrait pouvoir en débattre. Donc voilà. Alors, autre dispositif, effectivement, permettant aux entreprises d'occulter la réalité de leur fonctionnement, la loi sur le secret des affaires, qui est passée de mémoire il y a 2-3 ans, pendant l'été, comme un certain nombre de lois. Bon, je ne m'étends pas sur le sujet, mais il y a également les procédures Bayon. Vous voyez, sur les lanceurs d'alerte, procédure Bayon, où l'entreprise, vous voyez, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Même si vous avez raison, la plupart du temps, l'entreprise que vous avez fait en face de vous, avec les meilleurs avocats, les meilleurs cabinets, etc., via des intimidations, des menaces, etc., la plupart du temps, celui qui aurait la mauvaise idée de vouloir dire peut-être la vérité sur un ou deux sujets, eh bien, lâche l'affaire quand même. Ne serait-ce que pour sa famille, pour son emploi, pour parfois sa propre vie, on lâche l'affaire. Quand des milliards sont en jeu. Vous connaissez ça également. Donc voilà, c'est simplement, je ne révèle rien de particulier, mais simplement pour faire la liste. Effectivement, ça me semblait intéressant, parce que je ne la vois pas faite ailleurs, de lister les différentes manières d'une entreprise pour occulter la révélation peut-être de possibles vérités qui pourraient être préjudiciables à l'activité économique. Donc si vous êtes effectivement responsable juridique, ça peut vous intéresser de savoir, tiens, comment je peux m'y prendre pour mieux ficeler les choses en interne. Les procédures Bayon. Et autre dispositif, assez logiquement, les entreprises font en sorte que leur mauvais côté ne se sache pas et font appel à des professionnels de la désinformation. Je prends un exemple. Je parlais tout à l'heure des agences spécialisées là-dessus, en la matière, dans l'influence, comme on dit. Dans la version augmentée de son livre « Les Fossoyeurs », publié en 2023, version augmentée du livre, Victor Castanet raconte comment Cyril Hanouna, par exemple, a organisé un sondage peu après la publication du livre « Les Fossoyeurs » en direct dans son émission sur D8. S'agit-il d'accusations infondées? Demande-t-il aux téléspectateurs qui ont répondu positivement à plus de 70%. C'est-à-dire les accusations de Victor Castanet, selon vous, le public, au sujet de Orpea, est-ce qu'il s'agit d'accusations infondées? Le public a répondu oui à 70%, très bien. Eh bien, la version augmentée de l'enquête a raconté comment ce sondage, en fait, a été truqué à l'initiative d'Orpea et avec le concours d'experts en réputation numérique. J'ai trouvé ça fascinant. Fascinant. Mais on le sait en plus que le monde fonctionne comme ça, on ne découvre rien, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, mais c'est intéressant de voir avec quel raffinement, moi c'est ça qui m'intéressait, quel raffinement, quelle professionnalisation aujourd'hui les entreprises peuvent travailler effectivement à l'occultation, je dirais, de la vérité. Donc en quoi est-ce un problème que nous ne connaissions pas en profondeur ce que sont et ce que font les entreprises? Je l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais je me permets d'y revenir. D'abord parce que connaître vaut toujours mieux, selon moi, qu'ignorer ou que se tromper. Connaître vaut mieux que ne pas connaître. Bon. Ensuite, parce qu'il y a un intérêt public, je le disais, à ce que tout un chacun connaisse le plus objectivement possible les entreprises. Il y a un intérêt des chercheurs d'emploi à ne pas se tromper sur l'entreprise qu'ils rejoignent, parce que la plupart du temps, il y a des déconvenus. Je m'attendais à telle culture d'entreprise et non. Je m'aperçois qu'en réalité, la culture d'entreprise ou les méthodes managériales sont celles-ci, sont loin de l'apparence que l'on m'a présentée. Donc il y a un intérêt des chercheurs d'emploi à connaître la vérité. Il y a un intérêt de l'État à connaître la vérité, en tout cas à tendre vers cette vérité, pour appliquer ces contrôles à la réalité plutôt qu'aux apparences chatoyantes qui lui sont présentées, et appliquer sa fiscalité aux profits réellement réalisés. Et ensuite, je le disais également, il y a un intérêt des citoyens en général pour se forger une opinion politique éclairée sur la nature et l'action de ces acteurs privés qui influent considérablement sur la chose publique. Nous en sommes à 3/4 d'heure, c'est ça, à peu près, 19h19. Dans la mesure où l'on sait que la plupart des hommes politiques mis en cause pour lobbying ou affairisme le sont en raison de leur lien avec des entreprises, il est incohérent de prétendre moraliser la vie politique si cela ne s'accompagne pas d'un semblable effort à l'égard des entreprises. Or, étonnamment, en tout cas c'est mon motif d'étonnement, les entreprises demeurent de relatifs îlots d'opacité dans un monde qui, lui, tend vers plus de transparence. Et donc il y aurait comme une forme d'anachronisme, si vous voulez. Tout tend à aller vers plus de transparence, et puis on a comme ça des dispositifs de plus en plus professionnels pour occulter la réalité.
Donc de quoi parle-t-on? Voilà, là on rentre un peu dans le dur du sujet. De quoi parle-t-on concrètement? Et je vais vous les lister, j'ai 9 points. De quoi parle-t-on quand on parle de face cachée des organisations? De quoi parle-t-on concrètement? Qu'est-ce qui est occulté précisément? Premièrement, j'ai 9 points. On parle des écarts entre le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit, naturellement, c'est la face visible. Le travail réel, c'est ce qui est difficile d'appréhender. Donc, le travail invisible, ce que des auteurs donc, ont appelé le travail invisible. Comme il est invisible, eh bien, il participe de la face cachée. Les fameux 90% de l'iceberg d'une entreprise qui demeure occultée. Ces écarts sont, pour une part, inévitables. Mais les salariés constatent l'écart grandissant entre ce qui est dit et ce qui est fait. Entre la structure et l'organisation, comme dirait François Dupuis. Entre l'apparence et la réalité. Et c'est une source de discrédit, naturellement. Entre ce qu'on demande aux salariés, en théorie, de faire, ne pas voler, ne pas mentir, respecter la planète, et la réalité de ce qu'on leur demande de faire dans la pratique. Bref, un écart croissant qui est ressenti, je crois, profondément par les salariés entre l'officiel et l'officieux. Donc ça, c'était le premier point, les écarts entre le travail prescrit et le travail réel. Deuxième point, deuxième caractéristique de la face cachée des organisations. L'arrière-boutique, ce que j'appellerais l'arrière-boutique managériale. Par arrière-boutique, j'entends les pratiques et les intentions qui se dissimulent derrière les réalisations affichées en vitrine. Je prends un exemple très concret, moi qui m'est arrivé. En étant rentré, vous voyez, les intentions, bien malin qui saisira les intentions. Eh bien moi, en étant rentré vraiment dans l'intimité des dirigeants du groupe industriel dans lequel je travaillais, j'étais positionné tout en haut de l'organigramme, eh bien j'ai pu saisir qu'en fait, une même pratique professionnelle, par exemple, enjoindre à la participation, les salariés, on veut que les salariés dans nos réunions participent le plus possible, disent tous les mois ce qu'ils ont pu faire de bien, ce qu'ils ont fait de mal, puissent vraiment que la parole soit libre. Eh bien, alors naturellement, la parole officielle du manager, c'est de dire, voyez, chez nous, on veut que tout soit transparent, on veut qu'il y ait un discours de vérité en interne, etc. Et en fait, dans l'intention, une pratique, donc les consultants eux-mêmes sont pour une part dupes et disent « Ah bah oui, c'est une super pratique, ça permet de dire les choses, on peut vider son sac et donc on va essayer de transposer cette bonne pratique dans d'autres organisations, etc. » Et l'intention du dirigeant était tout autre en fait. L'intention du dirigeant notamment, qu'il me confiait comme ça entre la poire et le fromage, dans un dîner chez lui, eh bien ça peut toujours très bien être qu'en fait, comme tout est noté au compte-rendu, le jour où vous voulez vous séparer de tel salarié, l'incitation à tout dire en réunion, à la participation, comme on dit, eh bien vous avez un dossier tout ficelé d'insuffisance professionnelle puisque les salariés, tous les mois, ont dit ce qu'ils avaient fait en bien et en mal, les témoignages de reconnaissance ou au contraire les reproches qu'ils peuvent avoir à l'égard des collègues, le fait de tout se dire. Eh bien en fait, tout a été noté au compte-rendu. Alors très bien, alors ça paraît comme ça anecdotique, ou au contraire, on se dit, ouais, nous on est quand même bien chez nous, on peut vraiment tout se dire, et puis ça pose aucun problème, jusqu'au jour où il n'y a que le salarié, maintenant, ça y est, il est déjà sorti de la boîte, mais il est en procès prud'homme, eh bien, on peut lui ressortir tous les motifs, lui-même a avoué tous les mois, tout ce qu'il avait fait d'insuffisant, etc. Mais ça, évidemment, ce n'est pas dit que c'est visé. Et le dirigeant un peu malin, il voit tout à fait son intérêt dans cette nouvelle, si je puis dire, mode managérial, d'une grande participation, de la libération de la parole dans les équipes. Mais ça, il ne peut pas, et vous comprendrez très bien, il ne peut pas l'avouer, le dire. Et donc, on va embaucher un philosophe d'entreprise, on va embaucher des communicants, on va demander au manager de porter, évidemment, que l'intention elle est tout autre, etc. Et ça, on ne peut le saisir, me semble-t-il, que quand on rentre dans l'intimité. Et donc, très rares sont le cercle de ceux qui peuvent pénétrer en même temps l'intimité et percevoir les intentions des dirigeants. Raison pour laquelle, justement, il est difficile d'atteindre à ce degré de vérité dans une organisation. Voilà, donc l'arrière-boutique managériale, être au courant des intentions réelles. Il s'agit là aussi de l'ingénierie sociale, ou encore du fait que tel patron se sert d'une plume pour écrire ses livres, entre guillemets, ce qui n'a rien en soi de honteux, qui devrait donc pouvoir être assumé. Vous voyez, l'ingénierie sociale, c'est ça aussi l'arrière-boutique managériale.
Le patron, je suis bien placé pour le savoir, c'est une activité que j'ai exercée avec un certain nombre de grands dirigeants. Très bien, vous employez une plume, il n'y a rien de honteux à ça. Je veux dire, ce n'est pas votre métier d'écrire non plus, chacun son métier. Alors, à minima, effectivement, au début de tel livre, la plupart du temps, heureusement, on met avec l'aide d'eux ou en collaboration avec telle personne. Mais vous avez un certain nombre de patrons qui ne s'embêtent pas du tout de ce genre de formalité. Et donc ça, ce type de petites choses, c'est un élément vraiment de détail que je vous livre. Mais pour moi, ça relève de ce que j'appelle l'arrière-boutique managériale. Troisième élément de la face cachée des organisations, les fondements théoriques de l'organisation. Par exemple, la philosophie, les impensés, les fondements théoriques, les héritages, vous voyez, culturels, philosophiques. Le fait que tel dirigeant, en fait, s'il met en œuvre telle pratique, c'est parce que dans son enfance, il a subi ça ou il a été témoin de tel phénomène. Et bien tout ça qui est extrêmement intéressant à étudier, eh bien, me semble relever de ce que j'appelle les fondements théoriques de l'organisation, car le fondement est ce sur quoi tout repose et qui le dissimule donc à la vue. Il est normal que le fondement soit occulté, parce que le propre d'un fondement, c'est de fonder, et donc tout ce qui repose sur lui, eh bien, le masque, le fondement. Et donc il est normal que les fondations soient occultées, et c'est le rôle de chercheurs, de philosophes notamment, et d'autres disciplines, que de désocculter ce qui est inévitablement occulté. Ça peut être les références conscientes ou inconscientes des fondateurs, à telles références théoriques, mais aussi les intentions cachées, je le disais, ou parfois ignorées des acteurs eux-mêmes, lesquelles intentions ne se révèlent qu'à l'analyse. Par exemple, le fait que derrière la volonté d'auto-organisation de certaines entreprises, ce soit politiquement celle d'autogouvernement qui se fasse jour, et par là celle de l'automatisme social, la fameuse machine à gouverner de Dominique Dubarle. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve, quand on voit, de faire vous voyez, l'entreprise libérée dont on a beaucoup parlé ces dernières années, de pouvoir en refaire toute la genèse, l'historique, de voir en fait en quoi c'est un héritage. Eh bien, mettre tout ça à jour, ça contribue, selon moi, à ce que j'appelle ici les fondements théoriques de l'organisation. Allez, donc j'en suis au troisième. 1, 2, 3. Quatrième point que j'entends par la face cachée des organisations, ce sont tous les sujets sensibles que l'on ne va pas aborder entre collègues. Il y a des chercheurs qui sont aujourd'hui spécialisés. J'ai participé à un colloque à l'IAE Paris il y a 1 an sur les sujets sensibles en entreprise. Quels sont-ils? Les dérives managériales, dont tout le monde est au courant en interne, mais dont on ne va pas trop parler quand même. Les dérives managériales. Les délits pratiqués en interne. Et tout le monde sait qu'il y a des délits, l'abus de biens social, oui, mais c'est des petites choses. Bon, le dirigeant, il est parti en safari en Afrique, c'est passé sur la boîte, oui, mais il est allé rencontrer, il en a profité pour aller rencontrer tel prospect à tel endroit. Bref, tous les petits délits, si vous voulez, du quotidien. Donc les délits. L'alcool au travail. Sujet tabou. Évidemment, les relations amoureuses au travail. Tout ça, c'est l'organigramme caché. Vous arrivez, vous avez l'organigramme visible, oui, mais le fait de savoir qu'un tel, en fait, c'est l'ex d'un tel, qui lui-même a un contentieux historique depuis 10 ans avec tel autre, vous savez très bien en arrivant dans la boîte. Et c'est très précieux, toutes ces informations, qui ne se glanent généralement à la machine à café ou avec le temps. Le chercheur qui débarque dans la boîte et qui vous demande aux gens de se raconter, en fait, tout ça, il ne le voit pas. Totalement occulté. Alors qu'en fait, le réel de la boîte, le travail réel, si je puis dire, les relations réelles, il est ici. Donc, c'est l'alcool, les pratiques de non-travail, vous voyez, de démission, démission silencieuse, etc., ce qu'on appelle les pratiques de non-travail, les relations amoureuses, j'en ai parlé, la diversité, le rapport à la diversité ethnique visible, le fait qu'on s'autorise plus ou moins une plus ou moins grande divergence d'opinion en interne, ça on ne va pas trop en parler. On sait que d'habitude, il y a ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, les risques psychosociaux, la question des lanceurs d'alerte, et l'identité professionnelle suite à un licenciement. Comment on va se raconter autre chose pour rester quand même un peu digne et vendable, achetable sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est les sujets sensibles. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième élément, c'est ça? Je ne me suis pas trompé, 5e élément. Les réseaux informels, je viens un peu de l'évoquer. Les réseaux informels, les affinités et les antipathies. Qui a étudié dans la même école, ah ouais, mais lui, c'est un ancien de Polytechnique, d'accord, c'est pour ça que, ok, lui, en fait, il recrute essentiellement des polytechniciens. Lui, c'est un HEC, je comprends pourquoi il a recruté un tel, je pensais que c'était avant tout, mais en fait, ils étaient dans le même BDE, etc. Oui, tout cet historique, qui fréquente tel cercle, etc. Bref, l'historique entre les acteurs de l'organisation, le réseau relationnel souterrain
Voilà, d'où la face cachée, le réseau relationnel souterrain qu'il est indéfini d'investiguer. C'est indéfini de faire ce travail d'exploration. Et enfin, les études dérangeantes qu'on va masquer. Par exemple, celles critiques, donc là, sixième point, les études critiques montrant par exemple que les dirigeants ont généralement un comportement aux antipodes de ce qu'ils prônent. Il y a des bouquins là-dessus qui ont été écrits par des profs de Harvard. À savoir que la plupart du temps, le dirigeant, il fait exactement l'inverse. Vous avez tous l'exemple de dirigeants au sein du COMEX qui se comportent, qui balancent des trucs à la tête de leurs collaborateurs, qui ont un comportement absolument exécrable. En même temps, on ne les a pas recrutés pour leur savoir-être, mais avant tout parce qu'ils savent prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais néanmoins, extérieurement, ils prônent exactement l'inverse. Évidemment, ils prônent des choses, des comportements tout à fait civils, etc. Donc les études dérangeantes de ce type, ou encore les études, à nouveau, sur le fait qu'il y a chez la plupart des dirigeants de grandes organisations un taux de psychopathes plus élevé que dans le reste de la population. Moi, je pose ça là, faites vos recherches sur Internet, avec toutes les réserves que j'ai mises tout à l'heure sur Internet, mais ce sont des études de fait dérangeantes, et qui, parce qu'elles sont dérangeantes, on va dire qu'elles sont un petit peu moins popularisées. Mais néanmoins, ça vaut le coup qu'on s'y penche un peu, qu'on essaye d'explorer, d'en débattre. C'est peut-être une vérité comme une autre. Donc les thèses un peu trop critiques dont on réduit opportunément la visibilité via des demandes d'anonymisation, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis enfin, il y a le capital immatériel. Immatériel non pas tant car incorporel ou intangible, les actifs intangibles, vous voyez, que parce que non visible. Le capital immatériel est lui-même composé d'un actif, hors bilan, et d'un passif, hors bilan, non visible. Il s'agit de la face cachée des états financiers primaires de l'organisation. Et je me réfère là-dessus à un ouvrage intéressant de Jean-Claude Dupuis, intitulé « Économie et comptabilité de l'immatériel », paru en 2014. Et enfin, donc 9e point de la face cachée des organisations, ce qui est caché, ce sont les coups de pouce discrètement donnés par des gouvernements et leurs services, souvent secrets, de renseignement, aux organisations, qu'elles soient des entreprises ou des ONG, servant leurs intérêts. Par exemple, on peut se raconter l'ONG, je sais pas moi, Google, Larry Page, oui, il était dans un petit... vous voyez le mythe dans le garage, etc. Mais en fait, derrière, parce qu'à un moment, il y a des accords implicites avec les services de renseignement qui demandent, écoute, si tu veux te développer, il va falloir nous laisser avoir accès à tel type de renseignement, à tel type de... Et donc, il y a tout un récit, évidemment, un récit qui est mis. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu l'histoire secrète, si vous voulez, du développement de telle ou telle grande entreprise. Écoutez, je me propose peut-être, moi je veux bien ouvrir un temps de débat. J'ai peur que ça fasse long, j'ai encore naturellement. J'ai d'autres points à aborder, je vous donne juste les titres, de manière à ce que les questions peut-être aillent ou pas sur ce sujet. Pourquoi les entreprises voudraient-elles cacher des choses? Mais on l'a pas abordé. En définitive, peut-on vraiment prétendre connaître une entreprise? Et méthodologiquement approcher au plus près de la connaissance d'une entreprise. Mais là aussi, je trouve qu'on a un peu défloré le sujet. Alors, voilà, peut-être juste un point en conclusion, si vous le voulez bien. Un point, là, ça vais durer 3 minutes, ça sera ma conclusion. Sans doute peut-on travailler à réduire la face cachée des organisations, mais on ne peut pas la supprimer totalement, car une part d'opacité participe de la liberté de chacun. Oui, heureusement qu'on peut conserver une part d'opacité nous-mêmes, et les organisations peut-être sans doute également. C'est heureux. S'il faut en effet travailler à faire progresser la connaissance que nous avons des entreprises, pour autant, il faut se garder du projet de vouloir une transparence totale. Ne dénigrons pas trop vite le fait qu'il y ait une face cachée. Nous avons tous une face cachée, en tout cas, sa possibilité d'avoir une face cachée doit être sauvegardée. J'ai connu une entreprise, dont j'ai déjà parlé précédemment, qui exigeait de ses salariés qu'ils n'aient qu'une face, qui cherchait par 1000 moyens, très sophistiqués, avec de l'IA, avec un raffinement d'ingénierie sociale, de l'appel à des psychologues, etc., qui cherchait à démasquer tout le monde, frénétiquement, qui exigeait qu'il n'ait rien à cacher. Et elle appelait cette population de salariés qui n'avaient rien à cacher des dauphins. Le dauphin, il était nu, il était mis à nu par son environnement, par ses collègues régulièrement, qui exigeait qu'il n'ait rien à cacher.
qu'il soit mis à nu au nom de l'impératif d'une transparence radicale. Et il faut le savoir que c'est une idéologie transverse, un certain nombre de patrons, notamment anglo-saxons, mais qui influe aussi en France, l'idéologie de la radical transparency. Et cela dans un but très précis de mieux contrôler les salariés. Une exigence de transparence radicale pour mieux les contrôler, puisque quand la personne ensuite elle n'a plus rien à cacher, eh bien il est plus facile de la contrôler. Ce projet est à terme totalitaire. À défaut de réduire totalement l'opacité d'une organisation par volonté viciée de vertu, la vertu de transparence, au moins peut-on prendre la mesure de ce qui nous échappe d'une organisation. Et se mettre au clair sur ce qui demeure obscur, c'est déjà, pour une part, gagner en clarté. Alors, bien sûr qu'il faut refuser l'obligation de transparence. Cette négation de notre liberté première de l'ouvrir ou de la fermer. Et qu'à l'argument du patron de Google, vous vous souvenez, le patron de Google, Eric Schmidt, il disait « Seules les personnes qui ont des choses à se reprocher se soucient de leurs données personnelles. » Donc, d'une certaine manière, se soucient d'avoir une face cachée. Eh bien, à l'argument du patron de Google, il faut répondre « Ce n'est pas parce que je n'ai rien à cacher que j'ai envie de montrer quelque chose. Je peux ne rien avoir à cacher, mais ne pas avoir pour autant envie de montrer quelque chose. Je peux vouloir faire le bien, donner la moitié de ma fortune aux pauvres, et tenir pour essentiel que ça ne se sache pas, parce qu'il participe de ce bien de demeurer secret. » Eh bien voilà, je vais finir sur cette note. Je vous remercie de votre attention.